I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Bienvenue à tous, c'est une petite révolution, en tout cas elle est dans vos poches et dans vos mains. Le paiement mobile est entré en vigueur, les banques ont inauguré le dispositif de paiement mobile pour les smartphones, ce qu'on appelle aujourd'hui cette solution nationale qui permet l'interopérabilité. Je vois certains qui font la grimace sans doute, on va vous expliquer tout cela ce matin dans les décodeurs atlantiques. De quoi il s'agit, à quoi s'attendent les Marocains, sont-ils prêts à cette révolution? L'objectif pour rappel est d'intégrer plus de 14 millions de Marocains qui ne bénéficient toujours pas de services financiers. Cela risque de prendre du temps, alors sommes-nous en route vers une révolution? C'est le premier sujet des décodeurs atlantiques. Vos décodeurs ce matin, Amine Diori, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable PME chez Inforisque Dun & Bradstreet. Hicham Bayali également avec nous ce matin, bonjour. Bonjour. Associé fondateur d'Atrium Finance, une banque d'affaires et structure de conseil financier. En deuxième partie, nous parlerons de microcrédit avec le seuil d'octroi du microcrédit qui va connaître un rehaussement. Celui-ci va passer de 50 000 à 150 000 dirhams. Un projet de loi a été adopté récemment au Conseil de gouvernement. Le secteur va aussi davantage se digitaliser. L'objectif est d'améliorer l'accès des très petites entreprises au financement et de répondre à leurs attentes en matière de croissance et de pérennité. Alors à quoi s'attendre avec ce seuil relevé? Quel impact pour les TPE? C'est ce que nous verrons à partir de 9h45. Vos questions, vos réactions sur la page Facebook ou bien sur Twitter avec le hashtag LDA. C'est parti. Une révolution est-elle en marche, messieurs, avec ce paiement mobile dont la solution nationale a été présentée hier? Je corrige ce que j'ai dit puisque la mise en place, l'interopérabilité concrète sera mise en place à la fin de ce mois. Donc oui, on lance une solution et l'interopérabilité elle peut attendre 3 semaines. Ça c'est déjà un petit hic peut-être, Amine Diori. Bon, déjà c'est vrai aussi que la majorité des banques aujourd'hui ont déjà lancé leur solution de paiement en ligne. L'interopérabilité permettra justement d'unifier un petit peu ce qui existe aujourd'hui sur le marché et de proposer de nouveaux services financiers justement aux futurs utilisateurs de ces nouveaux services. Est-ce que vous y croyez à cette révolution? Franchement, parce que moi il y a quand même quelque chose qui me choque, je vais vous le dire franchement ce matin, Hicham Bayali. Pour ouvrir un compte bancaire un compte bancaire donc via cette plateforme de paiement mobile, via donc les applications différentes qui vont être proposées par les banques, on doit se rendre en agence. C'est quand même compliqué. On doit se rendre en agence, mais rien ne dit que les modalités d'ouverture de compte vont changer. Bien sûr. C'est un peu la marche de l'histoire. Vous parliez de transition, je dirais que de rupture, je parlerais plutôt de transition vers un monde sans cash qui est en route. C'est déjà une réalité dans plusieurs régions du monde. Des pays comme l'Inde, les pays du sud-est asiatique, l'Afrique subsaharienne, oui. Le Kenya, le Nigeria, l'Afrique australe en général, mais aussi l'Afrique centrale qui est en train de faire un rattrapage énorme, ont connu des évolutions, des leapfrogs, des sauts carrément technologiques en passant de zéro connectivité à l'utilisation d'un smartphone pour le mobile. Donc, je pense d'abord que c'est une bonne évolution. Il faut la saluer. Oui. Il était temps, parce que quand même plus de 3 ans de discussion entre les opérateurs télécoms qui vont se lancer dans la course également et les opérateurs bancaires. Ouf, on y arrivait. À la décharge des opérateurs actifs sur le Maroc, c'est un débat qui a eu lieu dans plusieurs pays. Il y a toujours eu, pendant longtemps ce débat sur la protection du protocole du monopole bancaire. Faut saluer le fait que les choses se soient déverrouillées, qu'aujourd'hui on parle d'interopérabilité, d'entrée en lice des opérateurs télécoms à terme qui emboîteront le pas aux banques. Il faut saluer cette parce que derrière quel est le vrai sujet? Le sujet c'est l'inclusion financière. Bien sûr. On va en parler. Oui. Alors Maroc Télécom et Orange pour l'instant qui sont sur le coup, pas de inouï pour l'instant, peut-être que dans les prochaines années ça suivra. Amine Diori, pour l'instant, quel est votre sentiment sur cette révolution? On parle d'un objectif de 6 millions de bancarisés à travers ce mobile payment d'ici 2024. 1 million, nous disait hier notre invité du Grand Morning, spécialiste en télécom, Ralid Zeni, peut-être d'ici fin 2019.
Bon, c'est un objectif qui est peut-être ambitieux, c'est à voir. Je regardais par exemple les chiffres en France de l'utilisation des services mobiles et il est peanuts aujourd'hui. Ça représente à peine 0,1% des transactions qui sont faites annuellement. Ça a du mal à prendre, bon, pour des raisons qui seront à développer, mais voilà, c'est pas nécessairement parce qu'on lance un service qui est intéressant et qui dans la vie de tous les jours est intéressant que les pratiques vont commencer à changer. Ça prendra beaucoup de temps en tout cas. Ouais, ce frein de aller ouvrir un compte en banque à une agence, est-ce que c'en est vraiment un ou pas? Hicham Begali nous disait, effectivement, c'est vrai que ça va évoluer dans le temps. On a prévu une plateforme avec une photographie de sa CIN, une photographie de son portrait également, peut-être sans doute plus tard des données biométriques. Mais là, aujourd'hui, pour ouvrir un compte toilette... Ça va être relativement simple. C'est simple. Ça prend 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Ça va être relativement simple, pour une raison simple. Bon, aujourd'hui, il y a les banques, demain, il y aura les télécoms. Et avec les télécoms, grosso modo, vous vous rendez dans une agence. Pour ouvrir un compte où vous allez déposer grand maximum 200 dirhams, il va vous falloir simplement un numéro de téléphone pour pouvoir ouvrir un compte. Donc voilà, ça va être hyper rapide et puis ça ne demandera pas nécessairement beaucoup de temps. Bon, il y a de la pédagogie à faire, en tout cas, Hicham Begali. Pédagogie, communication qui va être faite en masse. Il y a de la pédagogie. Ce qui est intéressant de voir à l'international pour avoir une vue prospective de ce qui peut se passer au Maroc, c'est que même dans les marchés développés où la monétique a une longue histoire, l'utilisation des moyens digitaux de paiement ne s'est pas faite de manière uniforme. En Europe, les pays nordiques ont pris de l'avance. Les Suédois sont de grands adeptes. Ils n'utilisent plus les espèces que pour 15% de leurs transactions. Oui. 1% en valeur. On paye le café là-bas directement. Il existe même une crypto-monnaie garantie par la Banque centrale suédoise. Et la Suède qui pourrait devenir, le premier pays au monde à voir disparaître totalement le cash. C'est une hypothèse aujourd'hui. C'est même un objectif affiché. Et donc, alors qu'en France, par exemple, la demande d'espèces a encore augmenté en 2017. Ceci dit, ça ne veut pas dire que les taux de progression des paiements mobiles et de la dématérialisation en général dans les transactions ne poursuit pas son chemin. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des différences. Alors, qu'est-ce qui fait ensuite le succès sur un marché? C'est la mise en commun des efforts des pouvoirs publics, des opérateurs, leur stratégie marketing, leur stratégie commerciale. Il faut qu'on soit tous main dans la main. Il faut construire l'écosystème. Il reste à construire. Aujourd'hui, il y a juste le cadre réglementaire et puis des offres qui sont en cours de lancement. Donc, il y a encore un travail à faire de marketing et de développement de ces offres, d'affinement, de ciblage, etc. Voilà. Il y aura sans doute de la communication qui va débuter à partir du premier trimestre 2019. Amin Diouri, là, il va y avoir un vrai travail d'explication et de démarchage des futurs clients. Oui, je suis complètement d'accord et je voulais rebondir justement sur ce que venait de dire Hicham. C'est vrai que chez nous, contrairement à la Suède et d'autres pays, la culture du cash, elle est très très importante. Nombreux sont les gens qui ont de l'argent sous les matelas. Et je sais que vous en avez, Amin Diouri. Non, je plaisante. Et donc abandonner ça du jour au lendemain, ça demandera effectivement beaucoup d'explications. 8 milliards de dirhams chaque année la gestion du cash. Mais oui, effectivement, et donc à mon avis, c'est un des freins à mon avis qui expliquerait un développement assez lent de ce nouveau service. Et Hicham Begali, pas de cash sous le matelas. Non. Mais peut-être dans le portefeuille wallet à l'avenir. Est-ce que vous êtes tenté, vous, personnellement? Oui, tout à fait. Moi, je suis tenté, je suis confiant dans ces nouveaux modes de paiement. Je pense qu'ils sont pratiques, qu'ils simplifient la vie. Donc, et puis surtout, d'un point de vue macro, ils arrivent. Enfin, c'est un moyen de favoriser l'accès aux services financiers pour le plus grand nombre. Et ce pari vaut la peine d'être relevé. Donc, c'est un point positif pour les banques qui vont pour les opérateurs télécoms. Les banques c'est un bon point pour elles à deux niveaux, puisqu'elles vont non seulement avoir la possibilité d'accroître leur base de clientèle en recrutant une clientèle qui est aujourd'hui exclue du système bancaire, mais elles vont aussi avoir accès aux comptes ouverts par les autres opérateurs. Et donc c'est un surplus de ressources financières
qui lui-même pourra être redéployé vers le crédit. Donc c'est de l'injection de cash dans l'économie formelle et c'est un plus pour la communauté. Donc est-ce qu'on peut arriver rapidement à diminuer le coût du cash si ça prend vraiment, si on atteint cet objectif de 6 millions de Marocains inscrits au paiement mobile d'ici 2024, est-ce que ça peut permettre d'avoir un impact sur la gestion, le coût de la gestion du cash annuel qui est 8 milliards de dirhams? Bien entendu, l'idée en fait pour diminuer la gestion du cash, c'est d'augmenter les flux entrants dématérialisés dans le circuit de paiement mobile. C'est-à-dire qu'en gros, si il y a de plus en plus de virements qui se font de comptes bancaires ou bien d'acteurs du réseau vers des plateformes de paiement mobile et ces flux arrivent de manière dématérialisée et non pas sous forme d'espèces qui sont versées chez un agent, à ce moment-là, vous diminuez les charges liées à la gestion du cash. Aujourd'hui, dans les réseaux les plus performants, l'entrée dématérialisée des flux et les flux entrants dématérialisés représentent 25% dans certains cas. Et donc, c'est autant de cash en moins à gérer. Et je ne vois pas pourquoi cette tendance ne prendrait pas au Maroc graduellement, bien entendu. Il s'agit pas on ne peut pas imaginer que les choses vont se faire du jour au lendemain. Oui. Amine Diouri, donc les opérateurs télécoms Orange et Maroc Télécom sont attendus dans les prochaines semaines sur ce créneau-là. On va aller aussi frapper donc à la porte de n'importe quelle agence des opérateurs bancaires pour ouvrir son compte. Exactement. Et je pense qu'effectivement, dans cette future bataille qui s'annonce, les opérateurs télécoms auront un certain avantage, déjà de par leur étendue de leur point de vente, mais pas seulement, parce qu'on parlait au début d'inclusion financière, de taux de bancarisation. Je rappelle qu'au Maroc, il est de 70% seulement, qu'il y a quand même à côté de ça 22 millions de personnes qui ont un smartphone nécessaire pour pouvoir utiliser les nouvelles applications. Et donc, et puis à côté de ça, je citerai une étude qui est récente à propos justement de la faible bancarisation de certaines personnes et le fait qu'ils ne faisaient pas confiance aux banques, justement pour expliquer le fait qu'ils n'avaient pas de compte. L'arrivée sur le marché des opérateurs télécoms sur ce service permettra justement de sortir de ce circuit fermé aujourd'hui où seules les banques ont la possibilité de déposer de l'argent sur un compte. Aujourd'hui, avec les opérateurs télécoms, ça permettra effectivement de toucher une cible plus large. Et puis c'est aujourd'hui ces opérateurs télécoms connaissent parfaitement leur cible. Aujourd'hui, ils sont clients c'est des clients de ces opérateurs. Donc il y a quand même un certain avantage à voir l'arrivée des télécoms. La suite des décodeurs atlantiques ce matin, toujours avec Hicham Maghali. Rebonjour. Rebonjour. Vous êtes associé fondateur d'Atrium Finance, une banque d'affaires et structure de conseil financier. Amine Diouri également avec nous ce matin. Rebonjour. Rebonjour. Responsable PME chez Inforisk Dun & Bradstreet. On parle donc de cette révolution bancaire, point d'interrogation. En tout cas, c'est l'ambition affichée par les opérateurs bancaires et opérateurs télécoms, le paiement mobile. On parlait tout à l'heure du potentiel. On rappelle cet objectif de 6 millions de bancarisés d'ici 2024. Est-ce que les opérateurs télécoms qui vont entrer dans ce jeu dans quelques semaines, Hicham Maghali, peuvent faire du coude à coude à l'avenir, dans un moyen terme, avec certains grands noms de la place bancaire aujourd'hui? Très certainement. Les banques ont fait une levée de bouclier, pas juste au Maroc, mais dans beaucoup de marchés, pour éviter ou retarder au maximum l'entrée en lice des opérateurs télécoms. On rappelle qu'au Maroc, ici, la Banque centrale, ça fait 3 ans qu'elle a annoncé de manière imminente cette arrivée du paiement mobile. Oui, donc il y a eu des discussions, des négociations intenses, et c'est normal. C'est un peu ce qui se fait à l'instar de plein de pays. Il y a eu ce sacro-saint monopole bancaire qui a été
brandi comme une raison suffisante pour interdire l'entrée d'autres opérateurs sur ce marché. Mais c'est un peu la marche de l'histoire, la digitalisation, la disruption. Nous sommes entrés en liste, dans un monde où plusieurs acteurs, les frontières entre les différents secteurs disparaissent. Alors, pour répondre à votre question sur les opérateurs télécoms, ils ont indéniablement une force de frappe qui est assez phénoménale, puisqu'ils ont accès à une base de clientèle très importante. Il y a 22 millions de smartphones au Maroc. C'est très loin par rapport au nombre d'usagers des services financiers. Et donc on voit que le gap peut être franchi, peut-être comblé de manière significative, notamment grâce aux opérateurs télécoms. Ils ont aussi un réseau de 50 000, par exemple Maroc Télécom a un réseau de 50 000 revendeurs de cartes prépayées à travers le Maroc. Oui, qui vont s'en sauver donc en opérateur bancaire également. En opérateur bancaire pour recruter des clients services de paiement mobile, etc. Donc les opérateurs vont jouer un rôle important. Il y a d'autres opérateurs mondiaux qui sont aujourd'hui actifs dans plusieurs marchés à travers le monde et qui pourraient arriver un jour aussi au Maroc. Je pense à Alipay, la filiale d'Alibaba par exemple. Oui. On pourrait imaginer peut-être Alipay venir au Maroc. Dans un avenir où il y aurait une flexibilisation du dirham avec des barrières à l'entrée qui s'amenuisent ou qui disparaissent, il y a des opérateurs qui pourraient entrer, qui pourraient demander des licences au Maroc à terme. Donc aujourd'hui, les perspectives sont relativement importantes pour toute une catégorie de nouveaux acteurs dans les services financiers. Amine Diouri. Oui, je pense complètement que c'est le sens de l'histoire. Je pense qu'effectivement le mot disruption est important. Je rappellerai aujourd'hui que Orange est opérateur bancaire en France notamment. Je rappelle que c'est le sens de l'histoire de voir de nouveaux opérateurs devenir bancaires. Amazon demain veut aussi devenir une banque. C'est normal que les entreprises des nouvelles technologies veuillent justement venir sur ce marché parce qu'ils ont aussi un atout qui est non négligeable, c'est la connaissance justement des clients. Et c'est ça qui font leur force, et ça qui fait la force d'un Orange ou d'un Amazon ou peu importe quelle société, c'est justement de pouvoir connaître parfaitement ses cibles et demain de pouvoir octroyer des crédits. Aujourd'hui, on parle uniquement de dépôt, de virement, de versement. Demain, ces opérateurs pourraient très bien demander un agrément pour pouvoir octroyer des crédits et voilà, la concurrence sera intensifiée avec les banques. Et on rappelle qu'il y a une expertise africaine, bien sûr, de Orange et de Maroc Télécom sur cette question du paiement mobile. Quelques questions simples, messieurs, parce que ça concerne tout le monde. On se pose la question, bien évidemment, des frais. Comment ces banques vont prendre de l'argent également pour pouvoir élargir leur portefeuille. Quels sont les frais aujourd'hui pour un client d'un opérateur de paiement mobile, Hicham Baghali? Alors, il y a Banque Al Maghreb dans l'agrément qu'elle octroie a établi que certaines opérations devaient être gratuites. L'ouverture du compte, elle est gratuite. L'ouverture du compte est gratuite, la fermeture est gratuite, le transfert de compte est gratuit. Après, il y a bien sûr un certain nombre de services payants. Je ne connais pas la tarification parce que ça dépendra des offres qui vont être formulées dans les prochains jours. Mais en général, il peut y avoir un pourcentage de commission prise sur les transferts. Et puis, il faut pas oublier aussi qu'une part importante du revenu pour les opérateurs viendra du float, c'est-à-dire du volume de cash qui sera transmis, géré à travers le réseau. C'est aussi une source de revenus importante pour les futurs opérateurs. Autre question sur la page Facebook des décodeurs Atlantique, Hamza qui nous pose la question suivante. Concrètement, aujourd'hui, est-ce que ce mobile payment va pouvoir permettre l'octroi de crédit? Amine Diouri. Alors aujourd'hui, les opérateurs présents ont le statut de société j'ai un truc de paiement, voilà, exactement. Société de paiement, ils ne peuvent pas octroyer de crédit pour le moment. Bon, on imagine peut-être que les digues sauteront à l'avenir. Oui,
il y a beaucoup de pays où le crédit se fait par le moyen mobile, notamment en ce qui concerne le microcrédit. De la manière, on peut pas imaginer des grosses sommes, des prêts de montants importants octroyés par le mobile, mais pour les petits montants, c'est un peu aussi le sens de l'histoire. Ça se pratique beaucoup en Afrique subsaharienne. Oui, donc ça devrait venir. Une dernière question, est-ce qu'il va y avoir une bataille des épiceries par les opérateurs bancaires, parce que on va bien sûr forcément aller voir du côté des épiciers pour tenter de les persuader de faire de la promotion auprès des clients pour ouvrir un portefeuille de paiement mobile. Est-ce qu'on peut imaginer une bataille à travers les opérateurs bancaires de tel ou tel épicier? Vous voulez dire pour s'arroger les faveurs de tel ou tel épicier. Écoutez, vous avez des épiciers qui vendent des cartes prépayées de l'ensemble des opérateurs. De l'ensemble des opérateurs. Je pense que les épiceries feront pareil pour les comptes de paiement mobile. Ils mettront à la disposition du client 3-4 offres possibles, et puis le client décidera. Je pense que ça devrait se régler de cette manière. Allez, dans un instant, on va parler microcrédit. Quel potentiel? Est-ce que ça va permettre de résoudre pas mal de problèmes, notamment au niveau du financement des très petites entreprises? Un projet de loi est passé et on a relevé le seuil du microcrédit au Maroc. Bonne nouvelle, mais jusqu'où cela va permettre d'aller? C'est la question qu'on va se poser juste après la séance coup de gueule, coup de cœur. Coup de cœur, coup de gueule. Coup de gueule ou coup de cœur, Amine Diouri, qu'est-ce que vous nous avez choisi ce mercredi? Alors plutôt un coup de cœur. J'ai été abasourdi par les chiffres générés par Alibaba en 24 heures, 27 milliards d'euros générés en à peine 24 heures, 1 milliard en 1 minute à peine. La Chine qui devient aujourd'hui le nouveau temple de l'hyperconsommation, et c'est assez paradoxal. Et ça m'a rappelé une interview que j'avais vue d'un jeune étudiant il y a quelques années, d'une école de commerce chinoise, et on lui apprenait tous les rudiments du libéralisme à outrance, et on lui demandait à la fin, le journaliste lui demandait est-ce que c'est pas un peu contradictoire avec les vertus communistes, etc. Et lui, il n'y voyait aucun problème, et il disait simplement, moi, mon objectif aujourd'hui, notre objectif, c'est de vaincre justement les Américains sur leur propre terrain, et le jour où ils seront vaincus, on leur imposera le communisme. Et c'est un peu leur façon de penser aujourd'hui. Je trouve ça assez incroyable. Alors, c'était 27 milliards donc de dollars en 24 heures lors des soldes en Chine. Hein, exactement, pour la journée du célibataire. Bon. Hicham Maghali, coup de gueule, coup de cœur? Alors, ça va être malheureusement encore une fois un coup de cœur, un coup de gueule, je veux dire. Il s'agit pour moi de faire un coup de gueule au sujet de la guerre au Yémen. Oui. Pire crise humanitaire aujourd'hui. Pire crise humanitaire. Un coup de gueule contre l'hypocrisie ambiante au niveau des chancelleries internationales qui organisent des conférences pour la paix et en même temps, ou même préalablement, ont vendu des armes aux protagonistes à grande échelle. On a vu Londres qui essaye de faire du coude avec l'Arabie Saoudite pour demander d'arrêter le conflit au Yémen. On va voir si ça va payer, mais pour l'instant... Oui, mais bon, c'est un peu les pompiers pyromanes. Les États-Unis ont vendu des armes aux Saoudiens, les Français, les Britanniques. Maintenant, sur injonction américaine, on demande à cette guerre, aux protagonistes de cette guerre, de lever le pied et d'arrêter. Tant mieux, il est temps que ça s'arrête. Mais j'aimerais aussi lancer ce coup de gueule pour dénoncer cette hypocrisie. 14 millions de personnes qui risquent la famine dans les prochaines semaines. 9h46 sur Atlantique Radio, place à notre deuxième sujet dans la Décodeur Atlantique. On parle microcrédit ce matin également avec vos décodeurs, Amine Diouri, responsable PME chez Inforisque Dun & Bradstreet, et Hicham Maghali, associé fondateur d'Atrium Finance, une banque d'affaires et structure de conseil financier. Microcrédit qui va connaître un rehaussement, son seuil va connaître un rehaussement. Il va passer de 50 000 dirhams à 150 000 dirhams. Un projet de loi a été approuvé récemment en conseil de gouvernement. On est en pleine discussion sur le projet de loi de finances 2019. Il y avait des revendications, des recommandations de la part de la Confédération des TPE-PME, Amine Diouri. Bon, une seule qui a été prise, c'était celle-ci, justement, relever le seuil des microcrédits. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? Oui, c'est une très bonne nouvelle, effectivement, relever ce seuil. Alors, il faut savoir que le seuil de 50 000 dirhams avait été fixé il y a plus de 20 ans, en 1999.
Et ça nous rajeunit. Ouais. Et que depuis, il n'avait pas été remonté. Et entre-temps, une étude de la Banque mondiale avait montré que pour ces très petites structures, les besoins étaient estimés à peu près 200 000 dirhams. Entre le besoin en fonds de roulement, entre les investissements nécessaires, il fallait 200 000 dirhams, le plafond de 50 000. Donc évidemment, on constatait un gap entre ce qui était demandé et ce dont l'entreprise avait réellement besoin. Donc là, ça va avoir un impact concret, direct, sur la vie de centaines de milliers de TPE dans les prochains mois ? Effectivement, parce que on parle de très petites structures, celles qui aujourd'hui ne sont pas visées par les banques, parce qu'elles sont beaucoup trop petites pour être intéressantes pour elles. Donc ça vise, alors effectivement ces TPE, ça vise également les petites structures qui sont aujourd'hui dans l'informel, ça vise les diplômés chômeurs qui créent des entreprises, ça vise aussi les femmes qui ont des micro-projets et qui souhaitent de l'argent pour pouvoir monter leurs projets. Donc voilà, ça cible quand même une grosse partie d'un écosystème qui aujourd'hui n'est pas desservi par les banques. Bon, dans un contexte social assez tendu, Hicham Baïly, ça fait un peu du bien au portefeuille, en tout cas à des projets pour des petits entrepreneurs. Ça fait un véritable ouf de soulagement, cette nouvelle-là. Alors, je vais commencer par dire que c'est une très bonne nouvelle. Parce que effectivement, d'un point de vue réglementaire, c'est un mais qui n'est pas un mais négatif. Ça va être un mais avec des points d'interrogation. qui vise à pointer du doigt un peu le travail qui reste à faire. Voilà. Donc c'est une très bonne nouvelle parce que effectivement il y aura de manière légale et puis ensuite réglementaire la possibilité donc pour des opérateurs de prêter de crédit, des établissements de crédit au Maroc d'accorder des prêts à une frange qui est exclue aujourd'hui des services financiers. Oui. Mais de quoi parle-t-on en fait? On parle d'une catégorie qui est bien précise, c'est les TPE, et c'est ce qu'on appelle en jargon financier anglo-saxon les missing middle, qui n'est servi ni par les banques, parce que c'est une frange qui a besoin de crédit de trop faible montant pour des banques, et qui n'est pas servi non plus par les institutions de microcrédit, de microfinance, parce que les montants sont trop importants pour la microfinance. Alors donc c'est important de couvrir cette frange qui représente le gros de l'effectif des entreprises au Maroc. Oui. Hein, c'est la réalité du tissu industriel. Donc c'est une loi qui va dans le bon sens et qui est très bonne. Maintenant, il faut pouvoir mettre en pratique, il faut pouvoir développer une offre qui puisse s'adresser qui puisse servir cette population. Est-ce qu'on a les moyens suffisants? Oui. Alors aujourd'hui, le plafond qui était de 50 000 était loin d'être atteint, puisqu'aujourd'hui le prêt moyen d'une institution de microcrédit pour celles qui accordent les prêts les plus élevés est inférieur à 10 000 dirhams. On est très loin du plancher des 50 000 dirhams qui avait été instauré par la loi de 99 sur le microcrédit. Donc il y avait déjà un travail à faire au niveau du microcrédit qui était de monter en charge et d'augmenter le niveau de prêt moyen pour se rapprocher du plafond des 50 000. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Donc il y a un travail qui est énorme à faire. Et c'est une cible pour laquelle il faut s'équiper de manière différente. Ça n'est pas comme le microcrédit solidaire ou le prêt individuel qui est aujourd'hui en vigueur à travers les institutions de microcrédit. Du côté bancaire, on est très très loin de pouvoir servir cette population, parce que même la cible PME n'est mal servie. Les stratégies PME n'existent pas réellement. On n'utilise pas les outils de scoring de manière efficiente, efficace pour pouvoir servir cette population. Il n'y a pas toute une stratégie qui est élaborée pour servir la PME. Est-ce que justement ça peut permettre aux banques d'affiner leur offre peut-être à l'avenir, ou alors à des nouveaux acteurs d'arriver dans le secteur du microcrédit? Il y a un travail de ciblage, de développement des offres, un travail de mise en place de structures, d'augmentation de la capacité institutionnelle des banques et des institutions de microcrédit pour pouvoir servir cette population, et que cette loi ait un véritable impact. Voilà. Donc ça c'est une grosse question qui se pose pour les prochaines années. Amine Diori. Oui, plusieurs défis pour ce secteur du microcrédit. Le premier, avec l'augmentation du plafond, aujourd'hui on sait qu'au Maroc il y a une vingtaine d'acteurs du microcrédit. Tous aujourd'hui ne sont pas
sera doté pour pouvoir accorder des prêts supplémentaires au-delà de l'ancien plafond de 50 000 et pour atteindre 150 000. Donc déjà, il y a une question de restructuration financière du secteur pour pas mal d'acteurs. Ensuite se pose la question également du statut juridique de ces associations. Aujourd'hui, ce sont des associations. Demain, il faudrait qu'elles puissent être transformées en sociétés anonymes, justement pour pouvoir recevoir davantage de financement d'institutions internationales ou même locales, et pouvoir se doter financièrement avec davantage de moyens. Donc ça aussi, c'est un deuxième défi. Troisième défi, c'est la meilleure prise en compte du risque crédit aujourd'hui qu'on accorde, parce qu'aujourd'hui, finalement, ces associations, elles ont finalement très peu d'informations sur leur contrepartie. Même si j'avoue, en regardant les chiffres de défaut de paiement, que ces chiffres sont légèrement inférieurs à la moyenne aujourd'hui de défaut. On a combien alors, pour les microcrédits, on parle de 4%, alors que la moyenne aujourd'hui au niveau bancaire est de 7-8%. Donc, mais quand même, si demain on augmente les plafonds, il faut aussi que cette prise en compte du risque soit mieux appréhendée. Il faut aussi prendre en compte cette notion importante d'accompagnement, de business plan. Un chef d'entreprise, il a un projet, même si c'est un micro-projet, il doit quand même formaliser ce projet via un business plan et pouvoir le présenter à un acteur financier pour pouvoir obtenir son prêt. Et ça, c'est beaucoup de choses qui restent à faire. Hicham Beyali, est-ce qu'on a fait les choses à l'envers, du coup, en octroyant cette hausse du seuil de microcrédit, ou est-ce que ce n'est pas trop grave et que ça va aller dans le sens d'une réorientation, d'une accélération des instituts de microcrédit ? Le régulateur est dans son rôle en créant le cadre nécessaire pour qu'une population qui est exclue du système aujourd'hui, qui n'a pas accès au financement, puisse être servie. Donc c'est tout à fait positif. Mais comme le soulignait Amine, le vrai sujet, c'est la capacité des institutions qui s'adressent à cette population à développer des offres et à mettre en place les compétences nécessaires pour pouvoir servir cette population. Faire un prêt de 4 000 dirhams n'a rien à voir avec prêter 140 000 dirhams. 140 000 dirhams à une TPE. Il y a une étude un peu plus fine qui doit être faite avec plus d'informations. Donc il y a peut-être un profiling des différents types de clients. Profiling, il faut utiliser des données terrain, des données collectées à travers toute les techniques de scoring, notamment le scoring comportemental. Amine pourrait en parler, puisque Dun & Bradstreet est assez pointu sur ces sujets, mais l'idée c'est de monter en gamme en termes de process, de capital humain, d'offres de produits et d'outils de gestion du risque. Donc c'est un peu ça le défi, aussi bien du côté du microcrédit que du côté bancaire. Amine Diouri, il y a aussi le volet digitalisation qui va être